Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de mai 2023. Et cette semaine j'ai lu 10 mangas. Donc ça se présente comme ça, rapidement. On va commencer tout de suite avec les tomes 1 à 6 de Père Fouettard Corporation. Et avant de vous lancer 1 milliard de compliments sur cette œuvre, on va juste en parler rapidement. Donc c'est une œuvre éditée chez Kurokawa. Le tome 1 est sorti le 7 décembre 2017. C'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Alors pour vous faire une petite idée, c'est la même mangaka que pour les vacances de Jésus et Bouddha. Donc j'avais beaucoup aimé cette œuvre. Père Fouettard Corporation, je l'aime énormément aussi. Et on retrouve un petit peu les mêmes veines entre les deux œuvres, donc c'est vraiment cool. Je vais vous montrer d'ailleurs les covers qui sont juste sublimes, je trouve. Voilà, et je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, Père Fouettard Corporation, comme le nom l'indique, hein, ça parle du Père Fouettard. Donc je trouve ça assez cool, hein, ça parle de, on va dire un petit peu de cette fable assez effrayante, hein, où le Père Fouettard punit les mauvais enfants avec du charbon et d'autres choses, pas très ragoûtantes. Et en fait on suit du coup notre héros qui n'a pas une vie follement incroyable, qui travaille dans une supérette de nuit avec un collègue insupportable. Et un jour où il va voler un invendu, par pure vengeance et gaminerie, hein, et le Père Fouettard va le rencontrer et va le ramener au pôle Nord. Et du coup, pour, on va dire, payer sa sentence d'avoir fait un crime, et il va devoir rester 1 an, travailler au pôle Nord. Et en fait, en fonction de ton crime, tu peux rester plus ou moins longtemps. C'est un peu comme une peine de prison, mais plutôt une prison dorée, hein, parce qu'ils sont vachement bien payés, ils sont nourris, ils sont blanchis, logés, ils sont vraiment assez libres de leur mouvement et leur boulot, ça va quoi. C'est vraiment pas le pire des travails, je trouve. Ils ont des vacances aussi, hein. Enfin vraiment c'est une expérience. Alors on peut se dire que c'est pas du tout le thème, hein, parce que là on s'approche doucement de l'été et là on parle complètement d'une histoire qui se passe à Noël. Mais franchement, je vous conseille cette série. Personne, je dis bien personne n'en parle pratiquement, alors que c'est une pépite méconnue, mais une pépite incroyable. Elle est gore. Il y a des fois c'est assez violent, hein, il y a de la violence et tout. C'est très drôle, on s'attache aux personnages avec une facilité déconcertante. On a même une évolution des personnages secondaires où on apprend un petit peu leur histoire et pourquoi ils se sont retrouvés là. Il y a pas mal de mystères. En fait, à chaque tome, on est surpris parce qu'on a des nouvelles révélations assez étonnantes, assez surprenantes. Et franchement, le récit, il est super bien construit. C'est du grand n'importe quoi et en même temps, ça tient la route. C'est juste incroyable. Les tomes, ils se lisent à une vitesse folle. Et en fait, le seul truc que je pourrais reprocher à l'œuvre, finalement, c'est que les tomes mettent très longtemps à sortir. Je crois qu'en ce moment, c'est à peu près 1 tome par an. Donc c'est vrai que c'est très peu. Mais on va dire que c'est le petit tome de Noël, même si ça sort plutôt en octobre-novembre, je crois, de mémoire. Mais franchement, cette série, c'est une pépite. Après, faut pas en vouloir à l'auteur parce qu'elle travaille aussi sur les vacances de Jésus et Bouddha à côté et peut-être sur d'autres choses, je ne sais pas. Je pense que vous auriez tort de passer à côté, même si c'est pas la saison, hein, c'est vraiment pas grave. C'est une lecture juste folle, qui est vraiment drôle, bon délire, super intéressante. Les personnages ils sont très cool, même si notre héros principal il fait un petit peu pitié des fois, mais je vous jure que ça rend le tout super fun. Il y a de l'action, de la violence, c'est incroyable. Et en fait, on a juste envie d'en savoir plus à chaque fois, d'en savoir plus sur le Père Fouettard, sur le Père Noël qui a disparu, sur notre héros. C'est un truc de fou parce que en plus notre héros il est destiné a priori à devenir le nouveau Père Noël qui n'est plus là depuis quelques temps.
Donc c'est vraiment incroyable. J'ai trop envie d'avoir la suite, j'ai trop hâte. Et je ne peux que vous conseiller de cette série. Le seul truc après, à part le fait que les tomes mettent longtemps à sortir, c'est que je trouve que les dessins au niveau des personnages, c'est pas ça. C'est très moyen. Je trouve que les décors et tout, ça va. C'est assez bien maîtrisé, c'est plutôt joli. Mais la tête des personnages, je trouve que c'est pas ça. Des fois, ils ont vraiment les yeux qui partent d'un endroit et d'un autre. Mais c'est pas tout le temps. Et franchement, le reste, ça va quoi. Parler ensuite des tomes 5 et 6 de l'Oxalicelor. Alors là, une autre pépite, un autre coup de cœur pour moi. L'Oxalicelor, pour faire un énorme résumé, on suit Amelia et Connor qui sont des Irlandais et suite à une énorme famine, ils décident de partir vers la fameuse ruée vers l'or en Californie. Donc ils partent à l'aventure et on suit du coup leur grand voyage. Et dans ces tomes 5 et 6, Amelia va se faire enlever, on va dire, par un esclave noir. Parce qu'en fait, cette histoire aborde totalement des sujets historiques réels. Donc ça va parler de l'esclavage, ça va parler du coup de la grande famine en Irlande ainsi que la ruée vers l'or. On va rencontrer des personnages, des ingénieurs et autres, même des bandits connus qui ont réellement existé. Enfin, c'est une histoire qui est très enrichissante. Et du coup, dans cet homme-là, Amelia se fait enlever, mais elle va on va dire, compatir à la situation de cet homme et elle va l'aider à s'enfuir, à être libre. Donc il va réussir. Mais Amelia va se faire tirer dessus par Connor, donc son serviteur. Alors que lui, il voulait la sauver et il la pensait en danger. Donc voilà, elle va être inconsciente et elle va du coup être séparée du groupe. On va du coup suivre Amelia, un de leurs compagnons qui s'appelle Isaiah. Et ils vont essayer de rejoindre Connor et deux autres personnes avec qui ils font le voyage pour les rejoindre. Mais du coup, pendant ce temps, Amelia et Isaiah vont rencontrer encore deux autres personnes. Et ça va encore agrandir notre groupe. Et petit à petit, le groupe, on a vraiment un gros groupe qui se forme. Et du coup, on les suit avancer. Alors là, il n'y a pas énormément d'action, contrairement à certains tomes précédents. Mais ça reste super intéressant. On va voir, par contre, deux autres personnes quitter le groupe. Connor se retrouve seul. Et du coup, Amelia essaye de se dépêcher pour retrouver vite Connor. Parce que celui-ci est, on peut dire, rien sans sa maîtresse. Donc, ils essayent de se manier, de le rejoindre parce qu'il est tout seul. Franchement, c'est super intéressant. Le personnage d'Amelia est très attachant. C'est une petite fille, toute maigrichonne, assez faible, qui se saigne facilement du nez et tout. Mais elle a quand même tellement de courage et tellement de force en elle. Elle est super courageuse et franchement, c'est un plaisir de la suivre. On espère vite qu'elle va retrouver Connor parce qu'on voit qu'elle est très inquiète pour lui. Et qui lui manque. Le pauvre, il se sent coupable, il a failli la tuer, donc forcément, elle a juste envie de le rejoindre, de le rassurer et de rester auprès de lui. Et j'ai juste hâte de voir la suite. Là, en plus, je suis trop deck parce qu'en fait, le tome 7, il est sorti. Mais en fait, comme c'est une série qui n'est pas très connue, tout comme Perfouettar Corporation, et quand il y a des nouveaux tomes qui sortent, dans les librairies près de chez moi, ils ne les font pas. Donc, je rate mes sorties et c'est plusieurs mois après que je remarque en fait que les tomes sont sortis et que je les ai loupés. Et donc je suis dégoûtée parce que le tome 7 il est sorti depuis un petit moment déjà. Et il faudra que je le commande, il faut que je pense à le commander pour avoir la suite parce que c'est une série incroyable, super intéressante. La dynamique de l'histoire elle est vraiment très bonne. Et t'as juste envie de suivre leur aventure et voir si leur groupe va encore grandir, comment il va évoluer et s'ils vont réussir à aller en Californie pour pour participer à la ruée vers l'or. C'est vraiment super intéressant.
Après, comme pour Perfect Art Corporation, je trouve que les dessins, c'est pas ça. C'est pas vilain, c'est assez spécial. Mais c'est pas incroyable. Vraiment, c'est des pépites, c'est trop méconnu et j'adore en faire la pub parce que vraiment, si des gens peuvent s'intéresser à ces œuvres, mais ça serait génial parce qu'elles valent vraiment le coup et ça change de pas mal de récits qu'on peut voir habituellement, quoi. Et c'est super intéressant. Juste avant de passer du coup à la dernière lecture, l'Oxalis et l'Or, c'est édité chez Glénat le 19 janvier 2022 pour le tome 5. C'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Et du coup, pour la dernière lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 et 2 de The Eminence in Shadow. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc c'est édité chez Doki Doki. Le 5 janvier 2022, c'est un shonen. Et l'œuvre est toujours en cours, le tome 9 sortira le 5 juillet. Ces deux tomes-là, je les ai achetés en occasion. J'avais pas prévu de me faire la série de base, mais quand j'ai vu ces tomes en occasion à un petit prix, je me suis dit bon, pourquoi pas, le récit a l'air plutôt intéressant. Et c'était vraiment sympa. C'est un isekai, où du coup notre personnage principal, lui ne désire pas être le méchant d'une histoire, ni le héros. En fait, il veut être une éminence de l'ombre, donc un personnage qui tire les ficelles dans l'ombre, qui influe en fait sur les événements de l'histoire depuis les coulisses et en ayant des super pouvoirs incroyables, genre il est trop fort. Il va, comme dans pas mal d'isekai, mourir dans sa vie d'humain classique et il va revenir dans ce monde-là, dans un nouveau monde où il va faire en sorte de devenir cette éminence de l'ombre. Il va d'ailleurs tout de suite rencontrer une sorte d'elfe qu'il va sauver et du coup elle va devenir son serviteur. Et en fait il va créer une histoire à dormir debout pour en fait l'allier à sa cause. Sauf qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que cette histoire complètement sortie de nulle part, elle est réelle en fait. Lui, au final, déjà dans ces deux premiers tomes-là, il a réuni pratiquement une dizaine de personnes à sa cause. Donc voilà, ils s'appellent maintenant les Shadows Garden. Dans l'ombre, hein, il n'hésite pas à tuer les méchants, les ennemis et autres. Et ils sont super forts, super badass, c'est incroyable, le groupe il est fou. Et le truc c'est que les filles, parce que c'est que des filles qui sont avec lui, évidemment, et les filles elles font des recherches très approfondies sur l'ennemi qui est censé être faux, je le répète. Mais en fait elles trouvent plein de trucs parce qu'en fait c'est réel. Et lui il se dit qu'elles sont super imaginatives, qu'elles vont très loin et tout, mais que tant mieux parce que en moins elles sont avec lui. Mais en fait, il se rend pas compte que tout ça, c'est vraiment réel. Et c'est ça que je trouve très drôle dans l'œuvre, c'est qu'il est complètement dans le flou. Et pour la plupart des choses, quand elle parle d'un plan, d'ennemis ou autre, il fait vraiment genre. Et elles sont toutes émoustillées. Elles se disent, ouais, il est trop fort et tout. Il a déjà tout deviné les plans de l'ennemi et tout. Alors que rien du tout. Il sait rien. Il y va complètement au pif. Et ça marche. Ça marche totalement et franchement l'œuvre elle est vraiment sympa à lire, ça se lit tout seul, c'est drôle, les personnages sont vraiment fun et cool. Et par contre quand il joue son rôle de Shadow, il est super badass alors que en temps normal il fait assez pitié on va dire, enfin il est pas super intéressant mais il joue son rôle d'éminence de l'ombre, donc il joue un personnage. Et il le joue très bien et c'est vraiment très très cool, j'aime beaucoup. J'attends de voir un petit peu ce que va donner la suite des événements, voir quand est-ce qu'il va enfin comprendre que son histoire à dormir debout n'est pas qu'une simple histoire. En tout cas, je pense que je vais vite essayer de me mettre à jour parce qu'il y a déjà 9 tomes là bientôt, donc il serait temps de se dépêcher. Et ce que j'aime bien du coup, c'est que ça sort du lot. C'est un isekai qui sort un petit peu du lot et c'est vraiment cool parce que c'est vrai que les isekai ça peut beaucoup se ressembler. Donc c'est vrai que celui-là il sort assez bien du lot et c'est sympa. Après là encore une fois je suis pas ultra fan des dessins
qui sont assez simplistes, assez... ouais, vous voyez. C'est pas laid, mais c'est pas incroyable. Je crois que ouais, j'ai dit ça pour les 3 œuvres présentées, mais ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, loin de là. C'est vraiment des très bonnes œuvres. Et là, il est en mode Shadows. Bah, il est vachement plus badass, hein. Et pourtant, c'est qu'un gamin hein, de quoi, 14 ans, je crois, là, à ce moment-là. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.